Donc, on m'a demandé de parler de l'insulinothérapie fonctionnelle et l'intelligence artificielle. Donc, comme vous savez bien, l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est une méthode pédagogique qui donne des outils aux patients diabétiques de type 1. Il leur permet de mieux comprendre leur traitement, de le personnaliser et aussi de promouvoir l'autonomie des patients. C'est un apprentissage actif qui permet d'adapter l'insulinothérapie au style de vie du patient. Au service d'endocrinologie du CHU de Casablanca, on a démarré l'insulinothérapie fonctionnelle à peu près aux alentours de 2010. On fait 2 à 3 groupes de patients par an. Je cite ici l'étude qui avait présenté les premiers résultats de l'insulinothérapie fonctionnelle dans notre service publié en 2017. On a remarqué qu'il y a une baisse de l'hémoglobine glyquée qui était significative et aussi une baisse du nombre des hypoglycémies. Dans notre étude, on a remarqué aussi une amélioration de la qualité de vie. 16% des patients diabétiques de type 1 qui ont bénéficié de l'insulinothérapie fonctionnelle ont pu jeûner le mois de Ramadan et 12% ont pu mettre en place une pompe à insuline. Donc l'insulinothérapie fonctionnelle, elle vise à mieux vivre le diabète, mais on remarque dans notre pratique que l'observance rigoureuse, le fait de scanner le capteur, l'autosurveillance, le calcul fréquent, donc ceci, on a un risque reconnu de relâchement de l'adhérence au long cours chez les patients DT1 qui bénéficient de l'insulinothérapie fonctionnelle, et on remarque chez nos patients qu'à peu près après 1 an, 2 ans, certains commencent à se relâcher dans le calcul. Parce que qui dit insulinothérapie fonctionnelle, c'est plus de contraintes, plus de liberté. Donc, parfois, le patient, devant certains plats, on se demande comment on va calculer la quantité de glucides dans ses repas. Donc, chaque jour, nous, en tant qu'endocrinologues, on est confrontés à accompagner nos patients diabétiques vivant avec le diabète. Nous savons que derrière chaque chiffre d'hémoglobine glyquée, on a une réalité complexe, on a un fardeau cognitif permanent. Et les études, ils ont montré que chaque jour, les patients diabétiques de type 1, ils doivent prendre en moyenne 180 décisions. Donc là, ça montre le fardeau. Et les méta-analyses et les études récentes, ils montrent que les patients diabétiques de type 1, ils sont confrontés, on parle actuellement du burn-out diabétique, de la détresse et la dépression. Donc la détresse diabétique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les émotions négatives qui sont liées aux exigences quotidiennes du diabète. C'est le burn-out, et le burn-out diabétique, c'est l'épuisement émotionnel, le relâchement et la perte de contrôle face à la gestion du diabète. Et si ça continue, ça va arriver au stade de dépression. Toujours dans les ateliers du diabète au service d'endocrino, à la fin de la dernière journée, on réalise un atelier toujours qu'on appelle l'atelier du lettre à mon diabète. Donc, le groupe des patients qui ont bénéficié des ateliers d'insulinothérapie fonctionnelle, au dernier jour, on les invite à prendre 15 à 20 minutes pour écrire une lettre à leur diabète. Et ils ont le choix, soit ils veulent la partager, certains parfois ils refusent de la partager. Et je partage avec vous là certains messages de ces lettres au diabète qui ont été réalisées par nos patients diabétiques. On a eu certains qui ont montré des sentiments de choc et d'opposition, d'autres des sentiments de haine, d'autres des sentiments de frustration. Et certains ont partagé les difficultés de leur vécu quotidien avec le diabète. Certains ont pu dépasser, ils sont maintenant au stade d'acceptation, ils ont partagé leur projet de vie et de résolution. Donc malheureusement, 25% dans les études des patients diabétiques de type 1, ils présentent une détresse et un burn-out clinique associé au déséquilibre glycémique. Et souvent, ce burn-out est associé à un sentiment d'isolement et une fatigue de la discipline thérapeutique. Et on se retrouve à une baisse de l'observance de l'insulinothérapie fonctionnelle, une augmentation de la variabilité glycémique et des risques des hypos et des hyper. Et ceci va impacter négativement la qualité de vie, la motivation et aussi la relation soignant-patient. Donc, je cite ici une méta-analyse qui a regroupé un ensemble de patients diabétiques de type 1 et diabétiques de type 2. On a retrouvé que chez les DT1, l'adhérence à l'insulinothérapie, elle demeure très faible. Donc, on a une mauvaise observance. Un patient sur 2 a une mauvaise adhérence à son insulinothérapie. Et ceci, c'est pour ça qu'on pourrait y remédier. On a besoin de stratégies intégrées, éducation thérapeutique, simplification des schémas, soutien technologique et motivationnel. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour lutter contre le burn-out chez nos patients diabétiques de type 1? D'abord, le diagnostic, et on a des outils de dépistage. Il y a des échelles qu'on peut distribuer à nos patients durant les consultations pour faire un dépistage précoce. Ne pas attendre que le patient arrive au stade de dépression. Il y a aussi les interventions ciblées, le soutien psychologique, l'éducation thérapeutique continue et aussi l'accompagnement numérique. Et enfin, il y a le rôle de l'intelligence artificielle et les technologies, donc ils peuvent jouer un rôle important pour nous aider à soutenir nos patients diabétiques et éviter le burn-out diabétique. Donc, pour un patient qui bénéficie de l'insulinothérapie fonctionnelle, qui dit insulinothérapie fonctionnelle, c'est des calculs. Donc, on a besoin d'éduquer nos patients à réaliser les calculs, à quantifier la quantité des glucides et des portions, à utiliser des supports visuels et par la suite à calculer leur dose prandiale toujours en fonction des nombres des unités par rapport à chaque 10 grammes des glucides.
Donc, j'ai fait une petite recherche donc sur les applications. Donc, il y a une multitude d'applications qui sont disponibles. Donc, j'ai cité seulement certains qui sont les plus utilisés, surtout par nos patients. Donc, les 3 premières applications, ce sont des applications manuelles. Donc, le patient, il entre manuellement les données des aliments qu'il a consommés et l'application, elle va l'aider à faire le calcul. Donc, il n'a pas besoin d'utiliser le support visuel. Il y a d'autres applications qui sont plus visuelles. Donc, je cite ici l'application FoodVisor. Donc, c'est une IA visuelle. Elle permet d'identifier le repas et permet de calculer la quantité des glucides dans le repas. Il y a d'autres applications comme l'application MySugar. C'est une application qui permet d'analyser les données d'autosurveillance et on a aussi un retour personnalisé avec le patient. Elle permet aussi le calcul des glucides. Et il y a d'autres applications qui sont plus sophistiquées, comme l'application JabTrend. C'est une application qui permet de reconnaître l'aliment. On lui donne la photo et il nous donne une estimation des glucides. Donc, ça réduit la fatigue et le comptage des glucides chez les patients. Mais est-ce qu'effectivement, ces applications sont la solution pour nos patients diabétiques de type 1? Quand on revoit ces applications, je pense que tous, on les a essayées avec nos patients diabétiques, on est malheureusement frustrés parce que ces applications, ils sont à peu près comme des calculatrices glorifiées. Donc, on a les promesses qui ne sont pas tenues par la technologie artificielle. Pourquoi on a cette promesse qui n'est pas tenue? Parce que pour ces applications, comment ils marchent? Donc, on a une succession d'étapes nécessaires. D'abord, on va lui donner la photo du repas qu'on a consommé. L'application va reconnaître les aliments. Elle va estimer la quantité des aliments dans la photo. Et par la suite, il y a une relation avec une base de données et on aura la composition des glucides de ce repas. Donc, pourquoi cette technologie actuelle est tenue à l'échec? Parce qu'on a triple échec des outils existants. D'abord, pour les premières applications qu'on a citées, c'est une saisie manuelle. Le patient, il doit, lui, reconnaître les aliments, entrer les aliments dans l'application pour pouvoir faire le calcul. Donc, on a cette frustration chez le patient. Pour le type des applications qui utilisent la photo et le support visuel, malheureusement, ils sont incapables d'analyser une assiette dans sa globalité. Et on a fait un petit test avec les deux intelligences artificielles qui sont très performantes. Donc, malheureusement, l'IA n'est pas parfaite. Donc, on a donné la même photo à ChatGPT 5 et à Mistral. Et on a remarqué que les deux, l'intelligence artificielle, parfois, elle peut confondre les aliments d'apparence similaire. Donc, pour la même photo, ChatGPT nous a donné des aliments qui sont différents de ce que nous a donné les résultats de Mistral. Et malheureusement, la photo aussi, la photo 2D, donc, ne permet pas d'estimer les quantités. Donc, pour la même photo, on l'a donnée aux 2 modèles d'intelligence artificielle. On a retrouvé que la quantité en grammes, elle est différente entre ChatGPT 5 et Mistral. Donc, qui dit quantité en grammes sous-estimée ou bien différente, automatiquement, la quantité d'insuline aussi sera différente. Et aussi, parmi ces applications, la difficulté qui existe, c'est qu'ils utilisent une gestion simpliste des repas. Malheureusement, les applications, ils ignorent quasi systématiquement l'impact des protéines et des lipides. Et lorsqu'on éduque nos patients dans l'insulinothérapie fonctionnelle, toujours on insiste, surtout quand on voit les jeunes qui consomment des repas riches en protéines et en lipides, on insiste sur la place des repas riches en protéines et en lipides. Et on leur dit qu'un repas qui est riche en protéines, automatiquement, on aura une hyperglycémie qui est induite par ces repas suite à la néoglycogénèse hépatique à partir des acides aminés glucoformateurs. La même chose pour les repas qui sont riches en lipides, on a une augmentation glycémique prolongée de façon significative après le repas, suite au ralentissement de la vidange gastrique et au phénomène d'insulinorésistance avec augmentation prolongée des triglycérides après le repas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'insulinothérapie fonctionnelle classique? On dit aux patients, quand vous mangez un repas très gras ou très riche en protéines, ajoutez 1 ou 2 unités sur le total de la dose que vous calculez, ou bien lorsque vous savez que vous allez manger un repas très gras, injectez votre dose d'insuline 10 minutes avant le repas. Malheureusement, les applications ne prennent pas en considération ces éléments parce qu'ils calculent souvent la quantité des glucides. Donc, on a la problématique des repas complexes, on a la limite des bolus standards, donc l'impact des protéines et des lipides qui n'est pas pris en considération. On se retrouve avec des patients qui présentent des hyperglycémies postprandiales tardives, on se retrouve avec le fameux syndrome de pizza. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé au niveau du service pour remédier à cela? On est en train de travailler depuis plus d'1 année sur la mise en œuvre locale d'une application qu'on a appelée Smart Bolus IA, associée à d'autres applications index, notamment Insuline Sim et Smart Bolus Éducation. Donc, c'est une évaluation pilote dans notre service avec un plan de formation et adoption progressive et qui a nécessité une collaboration interdisciplinaire. Donc, cette application, notre vision, c'était une photo, une dose, mais au-delà du fait d'inclure les aliments marocains dans notre application, elle a d'autres particularités. Donc, on a insisté pour que l'IA soit comme assistant.
l'importance du patient dans la boucle et la validation humaine comme sécurité clinique. Donc, je vais partager avec vous l'architecture de notre application. Donc, on a établi une chaîne de traitement complète sur 4 étapes: voir, comprendre, agir et mémoriser. Donc, voir, on va bien sûr donner une image. Donc, l'application, elle va permettre d'analyser l'image du repas pour identifier les aliments et leur masse. Comprendre, on a associé les aliments à la base SQL pour avoir des données fiables, et on a associé aussi à une base de données des aliments marocains qui a été établie au niveau du service. Aussi, agir, donc un module d'insulinothérapie qui permet de calculer la dose d'insuline selon le repas et la glycémie, et mémoriser pour enregistrer chaque événement pour analyse clinique. Donc, notre système Bolus SmartIA, pour la première étape qui est voir, donc l'œil de notre système d'intelligence artificielle. Donc, on va fournir une photo pour extraire des aliments potentiels et aussi estimer leur masse. Donc, voilà une image de l'interface de notre application. Le patient, il va télécharger son image. Comment on a essayé de remédier aux limites de l'image? Donc, on a utilisé 2 modèles. Je ne vais pas rentrer dans le technique, ce qu'on appelle le modèle de langage visuel, le VLM, le prompt engineer. Donc, pour faciliter, c'est quoi le VLM? Donc, pensez que l'IA, c'est comme une intelligence artificielle qui a lu plusieurs livres de cuisine et qui a analysé des millions de photos de repas. D'accord? Et pour avoir une précision, on a utilisé le prompt engineer. Donc, on ne va pas poser à notre intelligence artificielle une question vague: qu'y a-t-il sur cette photo? Mais nous allons lui donner un ordre très strict. Comme ça, on a augmenté la fiabilité de l'analyse des photos dans notre application. Donc, la deuxième partie dans l'architecture de notre application, c'est de comprendre le cerveau nutritionnel. Donc, on a utilisé la base de données SQL et aussi une base de données des aliments marocains. Donc, voilà une image de l'interface de notre application. Donc, elle va prendre le photo, elle va nous donner le détail de ce qui est contenu dans notre photo. Et la particularité de notre application, c'est qu'elle donne un score de confiance. Donc, comme vous voyez sur la deuxième colonne, donc déjà, elle oriente le patient. Est-ce qu'elle est sûre de l'image qu'elle a vue, ou bien est-ce qu'il y a un doute? Et la particularité aussi de notre application, c'est qu'on a ajouté, après la reconnaissance des aliments et le mapping SQL, la validation humaine finale, donc qui permet la sécurité de l'application. Donc, cette validation humaine est une barrière de sécurité clinique. Donc, cette étape est cruciale parce qu'elle va nous permettre de prévenir les hypo et les hyperglycémies dues aux mauvaises interprétations. Parce que là, l'IA, elle va proposer, mais c'est le patient qui dispose. Donc, c'est un outil d'aide à la décision et ce n'est pas un substitut. C'est le patient qui a le dernier mot. C'est lui qui va confirmer chaque aliment pertinent, qui va corriger, il a la main pour corriger si l'IA se trompe, changer aussi les quantités ou bien ajouter si un aliment il manque. Donc l'IA va être un outil d'aide à la décision qui responsabilise le patient et la validation humaine est notre barrière de sécurité. Donc je vous présente ici la plateforme. Donc après les résultats, donc le patient, il a la main de changer s'il y a une erreur, retirer un aliment, même ajouter un aliment s'il est manquant. Et enfin, elle va permettre aussi, toujours dans le cerveau thérapeutique, elle va agir comme pour calculer les bolus. Donc, elle va permettre de calculer la dose comme un assistant bolus. Elle va permettre de calculer la dose d'insuline adaptée en fonction. Donc, le patient va rentrer sa glycémie et on a la quantité des glucides et automatiquement, elle va calculer. Comment notre application va permettre de remédier à cette limite qu'on avait dans les anciennes applications pour ne pas prendre en considération les protéines et lipides. Là, dans notre application, notre cerveau thérapeutique, on a mis en place 3 algorithmes intégrés. Donc, le premier algorithme, qui est l'algorithme de l'ADA, c'est l'algorithme que le patient va utiliser quand il va consommer un repas qui est simple. L'algorithme OWORKA, c'est lorsqu'il va consommer un plat qui est gras. Et lorsqu'on a des plats qui sont complexes, souvent la particularité des plats marocains, là, il va utiliser l'algorithme PANCOSCA. Donc, le médecin et le patient, on peut parfois même aller vers une personnalisation avancée. Donc là, par exemple, le résultat de notre application Smart Bolus IA, lorsque le patient a mangé un repas qui est simple, donc il a utilisé l'algorithme ADA, on retrouve la dose d'insuline que le patient peut utiliser. Et enfin, on a la mémoire, donc on a une mémoire clinique. Donc l'application, elle va permettre d'enregistrer chaque événement dans l'historique structuré et va permettre au patient d'analyser. Donc on a un historique que le patient va partager avec le médecin et l'analyser. Donc notre application a une valeur clinique pour le patient. Déjà, on a l'accès à son historique visuel et détaillé des repas, une consultation plus efficace qu'on peut partager et revoir ces données, les analyser ensemble. Et aussi, c'est un outil d'éducation thérapeutique puissant qui va être basé sur la vie réelle du patient. Et cette application aussi va donner un bénéfice pour les patients. Ça va permettre de réduire la charge mentale, la précision accrue du bolus, mais aussi une autonomisation et éducation. Ça va permettre d'améliorer la qualité de vie des patients.
On a essayé aussi d'établir des outils d'aide aux médecins. Et on s'est demandé, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer le médecin dans la préparation du patient à l'insulinothérapie fonctionnelle? La réponse est non, mais quand même, l'intelligence artificielle, elle peut aider aux médecins. Je partage ici avec vous une publication d'un travail qu'on avait fait en partenariat avec le département de mathématiques de l'Université de Bemsik et qui nous a permis de mettre en place une application qui s'appelle l'Insulicim. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la base de données des diabétiques de type 1 du service avec un modèle numérique réalisé avec le département de mathématiques. On a mis en place une application qui permet, à partir de données cliniques, d'avoir la dose totale d'insuline basale, d'insuline rapide et aussi l'index de sensibilité. Donc, au-delà des calculs, qui dit insulinothérapie fonctionnelle, c'est l'éducation. Donc, notre application est associée aussi à un Smart Bolus éducation, donc, qui va permettre l'éducation continue et à la demande pour tous les patients diabétiques de type 1. Comment on a réalisé ce Smart Bolus Éducation? Donc, d'abord, on a réalisé une étude auprès des patients qui ont bénéficié de l'insulinothérapie fonctionnelle et aussi des médecins pour recueillir les questions les plus fréquemment posées par les patients. Et on a réalisé des réunions régulières au niveau du service pour préparer les supports et les bases scientifiques qui vont alimenter notre assistant éducation. Donc, parce qu'on a un constat clinique, l'éducation thérapeutique, c'est un processus continu. C'est pas un événement ponctuel. Et les patients, ils ont toujours des questions à poser. Donc, et malheureusement, en dehors des consultations, ils vont s'adresser à d'autres sources non valides. Qu'est-ce qu'ils font les patients en pratique? Ils demandent à ChatGPT. Donc, c'est pour cela qu'on a essayé de leur fournir un outil qui est validé. Donc, c'est notre Smart Bolus IA. C'est pas un chatbot simple. C'est un assistant conversationnel. C'est un coach digital parce que ces réponses, ils sont à la base basées sur des connaissances dirigées et validées par des experts en diabétologie. Donc, l'objectif de cet assistant éducation, c'est de répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux questions pratiques et théoriques des patients, renforcer les messages vus en consultation et aussi fournir un environnement sécurisé pour l'apprentissage, loin des dangers de la désinformation. Donc, le contenu, il est structuré pour renforcer l'autonomie et l'observance. On a choisi des thèmes validés pour un dialogue constitutif. Dans un premier temps, les thèmes qui sont inclus actuellement dans notre plateforme, c'est les fondamentaux de l'insulinothérapie fonctionnelle, les supports de vie quotidien, donc une aide pour gérer la charge mentale et le burn-out lié au diabète, et aussi une aide pour la consultation. Donc, c'est un assistant qui va agir comme relais au médecin dans la continuité de l'éducation entre deux rendez-vous, et aussi le patient sera informé pour plus d'observance et d'autonomie. Donc, actuellement au service, après avoir travaillé pendant plus d'une année sur ces applications, actuellement, on est à la phase de l'étude clinique et la validation de ces solutions auprès de nos patients diabétiques de type 1. Donc, l'apport concret de l'intelligence artificielle dans l'IF, c'est que ça permet l'allègement des calculs avec des estimations automatiques, la détection des schémas en fonction des repas, un coaching personnalisé, aussi un soutien motivationnel et un partage intelligent avec des rapports synthétiques pour le médecin. Donc, en conclusion, l'IA transforme déjà l'insulinothérapie, rigueur clinique et validation indispensable. On a un potentiel de révolutionner la prise en charge du diabète. Donc, en tant qu'endocrinologue, on doit se préparer à demain dès aujourd'hui avec comme objectif une insulinothérapie adaptative et prédictive. Et je vous remercie.